Bienvenue dans les carnets de l'intelligence artificielle, un podcast de la Cité de l'IA soutenu par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, engagée auprès de ceux qui façonnent dès aujourd'hui l'entrepreneuriat de demain. Ensemble, explorons comment l'IA peut transformer vos entreprises et ouvrir de nouvelles perspectives. Le rôle du dirigeant va être essentiel, c'est d'abord d'avoir conscience de ce qui se passe. Donc affronter la réalité, l'IA est en train d'arriver. Et se dire, ok, j'ai un challenge, c'est que là j'ai un nouveau levier de compétitivité avec cet outil-là. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Mick Lévy. Bonjour Mick. Bonjour. Et nous sommes aujourd'hui au summit de la Cité de l'IA pour ce nouveau podcast. Donc est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour nos auditeurs ? Bah ouais, d'abord ravi d'être là, ravi d'être à ce summit. J'ai vraiment l'impression que le cœur battant de l'IA s'est retrouvé aujourd'hui à Lille. Absolument. Dans cette belle journée en plus. Ouais. Alors effectivement, moi ça fait 25 ans que je travaille dans la data et l'IA. Je n'ai fait que ça de ma vie. Je suis un monomaniaque. C'est un sujet qui me passionne dans l'accompagnement. Pure player. Ah oui, pour le coup, ouais. Dans l'accompagnement donc des entreprises sur leurs projets, leurs stratégies. D'accord. J'ai un peu plusieurs vies, ce qui est hyper riche. Je suis directeur de la stratégie et de l'innovation pour Orange Business. D'accord. Donc dans l'entité vraiment qui fait du conseil et de l'accompagnement à la transformation digitale d'Orange. Très bien. À côté, je suis conférencier indépendant. J'ai aussi créé un podcast. Ça me fait bizarre d'être de l'autre côté du micro. Cher collègue. C'est ça. Podcast qui s'appelle Trench Tech, dans lequel on évoque tous les impacts sociétaux de la technologie et évidemment beaucoup de l'IA aujourd'hui. Sujet passionnant. Et puis ça m'a amené aussi à écrire un livre. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Sortez vos données du frigo ». D'accord. Et je suis en train d'écrire mon deuxième livre qui s'est vraiment centré sur l'IA. D'accord. J'ai de la chance avec tout ça, ça m'amène à rencontrer une centaine d'entreprises par an sur leur stratégie, sur leurs projets en data, en IA. Tout à fait, ouais. Et puis avec le podcast, de me nourrir des réflexions de philosophes, de chercheurs, d'éthiciens, de spécialistes en environnement, de sociologues, de psychologues même, on en a reçu. D'accord. Pour avoir, tu vois, vraiment une vision complète du sujet. Moi, c'est vraiment ça qui m'anime et qui me passionne. Bah donc en fait c'était le sujet de ta conférence ce matin, donc je te propose qu'on reste sur cette thématique. En fait c'est vraiment de se poser la question de quelle est la place aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans la stratégie d'entreprise. Oui, comment on définit aussi une stratégie d'intelligence artificielle pour l'entreprise qui soit véritablement durable. En fait, moi, je pars d'un constat qui me désarçonne depuis des années. C'est toujours le même chiffre. Ça oscille entre 80 et 87% de projets d'IA qui ne passent pas à l'échelle. Absolument. Et ce chiffre, ça fait combien de temps qu'on se le traîne ? Oui, c'est sûr. Au moins 10, il est temps de 15 faire ans, quelque qu'on chose. l'entend partout. C'est toujours le même chiffre qui revient. Ouais. La Gartner a rajouté une couche, d'ailleurs, sur ce chiffre, qui est de dire que 40% des projets d'IA agentique vont échouer d'ici 2027. Bon, ça va, c'est encourageant. En moins de 2 ans. Ah, wow. Ouais, non, c'est... Bon, alors ça montre peut-être que l'hype est trop forte et qu'il y a beaucoup trop d'attentes qui sont projetées sur cette technologie. Mais à mon avis, ça montre surtout que les entreprises sont absolument pas sérieuses dans leur manière d'aborder la technologie. Je vois trop de boîtes qui se disent « Allez, hop, on va déployer un ChatGPT en prenant des licences » parce que quand même, elles sont... pour certaines sérieuses sur le volet sécurité, donc on va prendre des licences, ou faire notre propre ChatGPT privé, ou faire Copilot, et puis ça y est, on fait de l'IA. Tu fais ça, tu passes à côté du sujet, là. C'est comme si tu avais déployé Excel il y a 20 ans, et que tu dis, wouhou, on a pris un avantage concurrentiel avec Excel. D'accord. Dans 5 ans, si on ne fait que ça, l'utilisation de ces IA génératives, que moi j'appelle du quotidien, va être complètement banalisée. Il n'y aura plus aucun avantage concurrentiel à le faire. En plus qu'on s'appuie tous globalement sur les mêmes algorithmes, sur les mêmes méga fournisseurs au niveau mondial. Donc selon toi, c'est quoi la bonne façon d'aborder cette stratégie d'IA ? Alors, je pense qu'il y a la stratégie, on dit souvent de marcher sur 2 jambes. On va prendre cette image-là. Donc, il y a cette première jambe, quand même, que de déployer cette IA du quotidien et qui amène vraiment son lot de challenges, depuis des enjeux de formation, de savoir déjouer les pièges des hallucinations, de pas savoir en abuser parce qu'on en parlera peut-être, ça a quand même une empreinte environnementale assez notable d'utiliser ces IA du quotidien. Donc, déjà, c'est un challenge parce que là, on est juste au moment, c'est comme si Excel arrivait, mais déboulait 100 fois plus rapidement que ce qu'avait fait Excel à l'époque. Donc il faut le gérer. Mais il faut absolument pas se priver de la deuxième jambe, qui est cette fois de créer une valeur à l'échelle.
Si tu déploies l'IA du quotidien, c'est pour de la performance de chaque collaborateur. Tu mets dans chaque collaborateur un outil où tu te dis ça va décupler leur performance, ça va leur donner des nouveaux super pouvoirs. C'est de l'individuel quelque Exactement. part. Ouais. Et t'espères, tu pries le grand Dieu de l'IA pour que à la fin, tu récupères plus de productivité que ce que tu avais avant de l'avoir déployé. D'accord. Ce qui est très incertain par ailleurs. Tout à fait. Mais bon. Ouais. Donc il faut absolument s'intéresser à ça, mais aussi à la deuxième jambe, qui est de créer cette fois des outils qui vont se mettre directement dans les processus, qui vont créer des produits, qui vont s'insérer dans les produits et services de l'entreprise. Pourquoi pas qui vont créer des nouveaux modèles de revenus pour l'entreprise, qui vont venir se mettre dans les processus pour transformer non pas la manière de travailler de chaque collaborateur, mais transformer le processus en lui-même pour le rendre de bout en bout plus efficace. Et là, tu crées une valeur à l'échelle. Mais tu tapes aussi sur de nouveaux challenges. Absolument. Et à commencer par un challenge de transformation qui est vraiment coton pour les entreprises. Mais je crois qu'il faut vraiment que les décideurs, les CODIR, les COMEX comprennent que s'ils veulent créer de la valeur durable avec l'IA pour leur entreprise et tirer un vrai avantage concurrentiel, il va falloir qu'ils attaquent sérieusement le sujet et pas en se disant bah, c'est le sujet de la DSI, tiens, on va jouer ça entre le DSI et le Chief Data Officer s'il y en a un, et puis ils vont bien nous démerder quelque chose et nous sortir quelque chose avec ça. Non, c'est un sujet de strat. Tout à fait. Parce que ça touche à l'orga, au process, etc. Et quel est le rôle du dirigeant dans toute cette transformation ? Alors, le rôle du dirigeant va être essentiel. C'est d'abord d'avoir conscience de ce qui se passe. Et pas de se dire, oh là, je veux pas entendre parler de ce truc-là, ça arrive trop vite, ça inquiète tout le monde, il y a les syndicats qui sont en train de me faire une tête avec un truc de ouf, tu vois. Donc, affronter la réalité, l'IA est en train d'arriver. Et se dire, OK, j'ai un challenge, c'est que là, j'ai un nouveau levier de compétitivité avec cet outil-là. Mais que, si je m'y intéresse, je comprends que c'est plus complexe que juste de déployer un outil et que donc, je vais avoir à faire des efforts à faire sur l'orga, sur la transfo, sur mes process, sur les budgets qui vont être à donner. Et donc, c'est un vrai sujet de stratégie pour l'entreprise. Et c'est ça que le dirigeant doit vraiment comprendre. Très bien, merci pour ces propos passionnants. Et ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Est-ce que vous pourriez donner un exemple concret de transformation majeure, histoire qu'on comprenne bien ? Par exemple, j'ai échangé dernièrement avec une boîte en B2B qui avait travaillé sur un algorithme permettant de prédire les clients qui risquaient de partir à la concurrence. D'accord, le prévision de churn. Fragiles, le fameux churn. Tu vois, algorithme hyper classique. Ils font un prototype, un POC, pour prendre le terme consacré. Et donc, ils arrivent à prédire avec plus de 90% de fiabilité. Ils sont hyper ravis. Et puis ils se disent, go, passons à l'échelle. Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Non, ils n'y arrivent pas à le passer à l'échelle. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte en cours de route que le premier facteur d'insatisfaction qui mène au fait que le client parte à la concurrence, c'est le fait de la livraison en juste à temps. Et parfois, les livraisons dérapent, ça peut arriver. Et donc, du coup, ces clients sont insatisfaits, il y a du retard et ils partent. Et donc, ils disent, c'est très simple, ce qu'il faut faire, c'est juste amener les résultats de cet algorithme à la supply chain. Et puis, à partir de ça, eux, ils vont pouvoir prioriser la fabrication et la livraison sur ces clients qui sont fragiles. Et puis donc, on va régler le problème. Et fragiliser les autres, peut-être. Alors, ça, il y aura peut-être d'autres problèmes à traiter derrière, mais en tout cas, sur ces problèmes-là qui étaient les plus urgents et qui amèneraient un ROI, tu vois, il faudrait faire ça. Et donc ça, on voit que ça engage une transfo entre deux services. Ça part du commerce et du market qui savent identifier les clients les plus fragiles, mais c'est résolu ailleurs. Et à la supply, ils sont absolument pas prêts à faire cette transformation, à faire ce changement. Ils disent, non, on a d'autres priorités que vos bêtises commerciales. Merci beaucoup, repassez. Voilà. Et voilà comment une entreprise passe à côté d'un volant de ROI qui est énorme, parce qu'il y a une difficulté à faire la transformation, là en plus, entre deux services. Oui, et ce que ça mène aussi, c'est que peut-être dans ce genre de projet, il faut aussi être capable de repenser un peu les objectifs de chacun des départements, peut-être voir même les modes de rémunération des collaborateurs. Tu me lances sur un deuxième exemple passionnant, mais merci de la question, tu as totalement raison. On a eu un projet magnifique où on fait de la prédiction des ventes, et on arrive à le faire point de vente par point de vente ou commercial par commercial. Et donc on dit à partir de là, on peut établir le potentiel réel que pourrait faire un magasin en particulier. Et donc, on propose aux clients maintenant d'incentiver une partie de leurs commerciaux, non plus sur la négo annuelle classique, qui est je repars de la performance de l'année d'avant et puis j'augmente 1 ou 2%, voilà, mais de partir sur le potentiel réel estimé par l'algorithme, qui tient compte de la météo, qui tient compte des différentes zones INSEE, qui tient compte de zones de chalandise, etc. Des tendances de marché, de tout un tas de trucs. Et là, mais c'est la révolution. T'imagines le changement à faire auprès des commerciaux pour leur changer les modes de rémunération qui sera amené en partie par un algorithme. J'ai trouvé encore aucune boîte prête à le faire.
Si parmi ceux qui nous écoutent, certains sont intéressés, on peut révolutionner vraiment la performance commerciale et le pilotage commercial. Il ne faudrait pas tout baser sur l'algorithme, ça serait dangereux. Mais en tout cas, en partie, montrer la perf. Sur ce client-là en particulier, on a montré qu'ils pouvaient doubler le chiffre d'affaires de leur plus gros point de vente. Waouh, c'est considérable. Ouais. C'est considérable. Et ils l'ont fait. Effectivement, sur ce point de vente-là, ils ont mis en place un plan d'action basé sur ce que donnait l'algorithme. Ils l'ont doublé. Ça montre autre chose aussi qui est vraiment passionnant. C'est qu'on est parfois aveugle par rapport à certaines décisions. Et là, sur la performance commerciale, tu reproduis. Si tu as une mauvaise perf, tu la reproduis d'année en année sans jamais t'en rendre compte, puisque tu repars toujours de la perf. Tout à fait. Si tu fais de la merde depuis 150 ans, tu vas continuer à le faire. Mais aussi avec bien qu'avant. Exactement. Donc, encore une fois, mais tu vois, on revient à ce point-là. On en voit la valeur. Certaines entreprises, on leur a montré, ils ont même pu le voir sur un point de vente en particulier. Mais de là à accepter de faire la transformation des process, des mentalités, etc., on n'y va pas parce que c'est complexe. Oui, et puis ça fait peut-être peur aux dirigeants et ça fait peut-être peur aussi aux collaborateurs, au management intermédiaire qu'il faut réussir à embarquer dans cette transformation. Ouais. Donc on en revient de la conduite du changement, on en revient à tous les sujets de transformation qui sont peut-être qui amènent des spécificités avec l'IA, mais qui sont finalement très propres à ce que les dirigeants savent faire normalement. Donc, je le redis, l'IA, c'est un sujet pour les dirigeants, pour les codires, pour les comex. Et ensuite, c'est porté techniquement, et ensuite, c'est porté sur le sujet de la data, etc. etc. Mais c'est un sujet de strat, en vrai. Très bien, merci pour ces éléments de réponse. Ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. On parle beaucoup de l'empreinte environnementale de l'intelligence artificielle. Quel est votre regard là-dessus ? Et aussi, je me demandais comment la jeunesse, dans son activité privée comme professionnelle, s'approprie la technologie. Alors, pour commencer sur l'empreinte environnementale, pour moi, c'est une vraie préoccupation. Quand on regarde tous les risques sur l'IA, le MIT a établi une classification des risques liés à l'IA. Il y a plus de 1000 risques. Oui, j'ai vu ça. L'IA, c'est incroyable. Première version était à 777 risques et puis ils ont continué d'étendre. Bref, quand on regarde tous les risques, moi, je travaille beaucoup dans le podcast avec certains des clients d'Orange aussi. Beaucoup vont se résoudre. Là, on est dans le moment de lessiveuse, tu vois, où la technologie arrive très très vite. Moi, celui qui reste une vraie préoccupation, c'est effectivement le risque environnemental, où là, en plus, il y a un jeu de dupes des big tech, donc ceux qui, les OpenAI, les Google, etc., qui font ces grands algorithmes utilisés à l'échelle mondiale. Ils jouent, je trouve, à faire porter la responsabilité sur les utilisateurs. Tu sais, le fameux, une requête sur ChatGPT, c'est 10 fois la requête Google. En vrai, ils n'en savent rien, ou ils le disent pas. Oui. Il y a une totale opacité de ces acteurs-là. C'est clair. En vrai, c'est parfois 10, mais c'est parfois 250. Il y a une étude universitaire qui le montre, notamment si tu commences à générer des vidéos, où tu as des dialogues très très complexes avec l'IA, où tu rebondis constamment et à chaque fois ça remouline l'ensemble de la discussion. Donc, ils font porter la responsabilité sur l'utilisateur. Le problème, à mon avis, il est ailleurs. Si tu regardes le poids des algorithmes en termes environnementaux, on ne le connaît pas, parce qu'ils ne communiquent pas du tout dessus. Il y a une totale opacité. On sait quand même que 90% de l'algorithme, du coût environnemental de l'algorithme, c'est sur l'inférence, donc la phase d'usage, en tout cas pour ces grands algorithmes. Ce qu'on sait aussi, c'est que le nombre de data centers est en train d'être multiplié par 2 entre 2022 et 2026. La consommation électrique est en train d'être dans les top secteurs. Oui, on est sur des facteurs 10 quasiment en quelques années. Ouais. Exactement, le numérique globalement, et que tu as un chiffre un peu juge de paix à la fin. Microsoft, Google, Amazon, les 3 poids lourds du secteur, ont déclaré dans leur rapport RSE une augmentation de leur CO2 de l'ordre de 40% en 3-4 ans. Ce qui est dans le sens contraire de la tendance précédente. Ce qui est dans le sens contraire de la tendance précédente. Alors, il y a quelques espoirs, mais qui sont pour l'instant un peu douchés. J'en vois 2 désespoirs. Un, les progrès techniques, finalement poussés par la loi de Moore. Tu vois, la loi de Moore amène des progrès tout le temps incrémentiels en IT et permet aussi de diminuer la consommation. Alors, bonne nouvelle, on a effectivement en 20 ans, pour un calcul équivalent, diminué de 99% la consommation énergétique nécessaire en 20 ans. Mais dans le même temps, tiens-toi bien, en 10 ans, on a multiplié par 350 000 la complexité des algorithmes. 20 ans, tu diminues 99%, mais à côté, tu multiplies par 350 000 la complexité des modèles. Donc ça se compense pas, quoi. Et entre-temps, en 10 ans, on avait 0 utilisateur sur l'IA générative, qui est ce qui consomme le plus. On est à 800 millions d'utilisateurs actifs sur le seul ChatGPT à travers le monde. Donc c'est un peu aussi la loi de Moore qui s'oppose au paradoxe de Jevons, l'effet rebond. Et donc, qui est assez préoccupant. L'autre point sur lequel on pourrait gagner, c'est d'utiliser l'IA pour
diminuer l'impact environnemental des autres activités humaines. On a eu un très beau projet chez Orange que j'ai cité et que je cite toujours en exemple. On a réussi à diminuer de 5% la consommation énergétique de tout le réseau d'antennes mobiles de toute la Pologne. Ah oui. Pologne qui a le mix énergétique parmi les plus pourris du monde. C'est beaucoup de charbon. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par ce pays-là. Et les chercheurs avec qui on travaille chez Orange, je pense qu'on va pouvoir diminuer jusqu'à 15%. Ce qui est tout à fait sérieux. Ce qui est vraiment sérieux. Il y a un gain qui est indubitable. Bon, donc il va falloir peut-être que les entreprises réfléchissent à ça. Comment ils peuvent utiliser de l'IA aussi pour réduire l'empreinte environnementale. Mais ce qui est embêtant dans l'équation, c'est que c'est pas souvent l'IA générative qui va permettre de travailler là-dessus. C'est plutôt les IA qu'on connaît bien, prédictives, de machine learning, qui vont modéliser des phénomènes complexes avec beaucoup de chiffres, et c'est pas du génératif. Donc tu te retrouves face à un paradoxe où tu as l'IA générative qui est extrêmement utilisée dans le grand public, effectivement pas très bien. En plus, beaucoup l'utilisent comme un psy. Il paraît que c'est le premier usage. Oui, c'est ce que j'ai appris récemment. Je suis surpris également. Étude parue dans HBR, là, en avril. Incroyable. Premier usage dans le monde, c'est d'utiliser l'IA comme un psy, c'est de discuter avec elle et puis d'avoir des usages récréatifs. Le studio Ghibli, les Starter Pack, je t'en passe, c'est des meilleurs. Donc, c'est ça qui consomme le plus. Et des technologies qui peuvent servir à moins consommer ailleurs, elles sont pour l'instant moins utilisées. Ça aussi, c'est un vrai sujet dont doivent se soucier les entreprises, ne serait-ce que si elles ne veulent pas exploser finalement leur scope 3 de la CSRD et de leur empreinte environnementale. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions et ces éléments de réponse, Mick Lévy. Merci. C'est un très bel épisode. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. À bientôt.